Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Euh, je sais que c'est un panel super important et je ne veux pas prendre trop du temps qui m'a été accordé. Alors, je vais aller tout de suite dans la présentation. Je vais partager mon écran. Donnez-moi 2 secondes. On apprend tous ce nouvel ère. Bon, voilà. Alors, on m'a demandé de venir vous parler d'une étude qu'on a réalisée pour le gouvernement du Québec qui concerne fondamentalement une question bien simple, c'est-à-dire comment est-ce que le Québec peut atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Peut-être juste avant d'embarquer dans l'étude, je vais vous parler 2 minutes de ma propre firme, donc Dunsky Energy. On est basé à Montréal, on a des bureaux à Toronto et Vancouver, mais on est surtout basé à Montréal, en fait, dans la MDD, au 4e étage où vous êtes présentement, ou en tout cas où certains d'entre vous sont présentement. Euh, on a une mission chez nous, c'est une mission bien simple, c'est-à-dire accélérer la transition énergétique. Voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce que mon équipe et moi, on se réveille le matin, on se couche le soir en pensant comment est-ce qu'on peut accélérer cette transition essentielle pour notre environnement et pour nos économies et pour notre avenir. On fait ça à travers 3 chantiers, si je peux m'exprimer ainsi. L'efficacité énergétique, donc réduire le gaspillage d'énergie dans nos bâtiments. Deuxièmement, accélérer l'avènement des énergies renouvelables dans tous les sphères du système énergétique. Et troisièmement, accélérer l'avènement de la mobilité durable. Dans tous ces cas, on offre essentiellement 3 services, je simplifie. Premièrement, on quantifie le potentiel. Donc, pour un État, pour une province, pour une ville, c'est quoi le potentiel qu'on peut atteindre en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique, en termes d'augmentation de la production d'énergie renouvelable, en termes de mobilité durable. Donc, on quantifie le potentiel. Ensuite, on conçoit les stratégies pour y arriver le plus vite, le plus intelligemment et le plus sûrement. Et en fin de compte, on évalue la performance de ces mêmes stratégies ou dans un esprit d'amélioration continue. Voilà en gros ce qu'on fait. Ça fait 16 ans qu'on existe. On est une équipe de plus de 35 personnes, je pense entre 35 et 40 personnes maintenant, temps plein. Et on a à notre actif, maintenant je pense qu'on est rendu à quelque chose comme 500 projets à notre actif. Et vous voyez ici certains de nos clients, plusieurs de nos clients en fait, qui sont principalement des gouvernements, les entreprises énergétiques et tous ceux qui offrent également des solutions, que ce soit des OBNL ou le secteur privé, qui offrent des solutions qui cherchent encore une fois, à accélérer l'avènement des solutions en transition énergétique. Donc, ça, c'est nous. Maintenant, on m'a demandé de vous parler d'un de ces mandats qu'on a réalisé récemment pour le gouvernement du Québec et qui a donné lieu à ce rapport final qui s'appelle Trajectoire de réduction des émissions de GES du Québec à horizon 2030 et 2050. Juste avant d'écrire le mandat, juste une petite mise en contexte pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Le Québec s'est engagé il y a quelques années à atteindre une cible de réduction des émissions de 37,5 par rapport à nos émissions de 90 à l'horizon 2030. Donc, autrement dit, on a devant nous 10 ans pour réduire de façon significative nos émissions de gaz à effet de serre, pour infléchir la courbe des émissions. Ça, c'est une cible 2030, un engagement pour 2030. On s'est donné également un objectif pour 2050 de diminuer de au moins 80 nos émissions. Donc, à toute fin pratique, de décarboniser l'économie et le système énergétique du Québec. Alors, j'arrive au sujet de notre mandat, qui était essentiellement de répondre à 3 questions, si je peux dire ça simplement.
Premièrement, dans quelle mesure le Québec peut atteindre ces cibles-là, ces cibles et objectifs-là, en réduisant des émissions chez nous, plutôt que d'aller acheter des crédits ailleurs. Vous savez, on fait partie d'un marché d'échange de crédits de gaz à effet de serre avec la Californie, mais idéalement, on veut que cette activité de réduction se passe chez nous au bénéfice de notre économie, au bénéfice de notre environnement. Donc, dans quelle mesure on peut atteindre des réductions chez nous? Deuxième question, comment? Troisième question, à quel coût et bénéfice? Alors, je vais aller tout de suite par les réponses. Je commence avec la bonne nouvelle. Dans quelle mesure on peut atteindre des réductions chez nous? En fait, la réponse, c'est on peut atteindre 100% de nos cibles 2030 en faisant des réductions ici même au Québec. Et plus encore, et là je fais un petit aparté de méthodologie, quand on fait de la modélisation comme ça, parce que la modélisation, là, on ne fait pas ça sur le coin d'une table, on modélise à peu près, pas à peu près, en fait, on modélise toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Chaque moteur, chaque véhicule, chaque fournaise, chaque chaudière, chaque procédé industriel. On parle de centaines de milliers, en fait, même de millions de sources. On regarde tout ça et en regardant les opportunités de réduction qu'on a devant nous, on doit faire un choix méthodologique au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'on commence en regardant toutes les mesures technologiques ou est-ce qu'on commence en regardant toutes les mesures comportementales? Pour les fins de l'étude, on a commencé à regarder les mesures technologiques. Donc, on ne change pas de comportement. On fait simplement, il y a un peu de changement de comportement implicite à ça, mais fondamentalement, on change un équipement par un autre équipement. C'est la façon la plus simple. Certains diraient un peu trop facile, mais on commence avec ces mesures-là. Et la première réponse à la première question, c'est qu'on peut atteindre les cibles chez nous uniquement, si on le voulait, uniquement par la voie technologique. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon, nécessairement la seule option qu'on doit poursuivre. Je crois personnellement qu'on doit poursuivre les deux en même temps, mais c'est possible techniquement d'y arriver avec de l'équipement purement. Deuxième partie de la réponse, pour 2050, avec la technologie qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on peut prévoir en date d'aujourd'hui, on n'y arrive pas tout à fait à 2050, ce qui veut dire que soit on a besoin, dans ce cas-là, de s'attaquer à des mesures comportementales en plus, ou il y aura d'autres technologies, d'autres innovations qui vont arriver au cours des 30 prochaines années. Donc, je suis moins inquiet pour ce bout-là. Alors, voilà en gros les réponses à la première question. Deuxième question, maintenant, comment? On arrive ou on peut arriver à atteindre nos cibles en opérant un changement sans précédent à 3 niveaux. Et je commence par le premier qui est un peu particulier parce que je parle de grands changements et à vue d'œil, en tout cas, ça n'a pas l'air d'un grand changement du tout. En fait, le premier grand changement, c'est de stabiliser la consommation totale en énergie. Et quand on y pense, on parle ici d'une période de 35 ans et on dit sur 35 ans, on va continuer à avoir une croissance économique, on va continuer à avoir une croissance démographique, on va continuer à avoir une croissance des activités industrielles, des mises en chantier, ainsi de suite. On prend toutes les hypothèses, nous, de croissance du gouvernement du Québec, on ne les remet pas en question. Et on dit, avec ça, malgré ça, on peut travailler sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, de sorte qu'on peut avoir zéro croissance de la consommation d'énergie sur la même période. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire, stabiliser la consommation en étant beaucoup plus efficace qu'on l'est aujourd'hui. Deuxième élément de solution, la substitution. Donc, cette même demande énergétique, une fois stabilisée, ne peut pas provenir des mêmes sources d'énergie. On doit substituer. On doit substituer essentiellement les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Vous le voyez ici, dans une vue d'ensemble, si on veut, et vous voyez la partie en gris,
ce sont les combustibles fossiles qui doivent diminuer dans le temps. La partie en bleu, ce sont les énergies renouvelables qui vont devoir augmenter significativement au fil du temps. Et évidemment, le troisième élément qui est inhérent au deuxième, on doit produire plus d'énergie renouvelable. Et ça, en soi, ça a tout un chantier. Donc, voilà la réponse par quel moyen. Maintenant, on m'a demandé d'aller de creuser un peu plus, un niveau de plus, une pelure dans l'oignon, pour regarder, prendre une vue un peu sectorielle et surtout de regarder le transport. Donc, émissions par secteur, si on regarde ça, aujourd'hui, vous voyez ici, là, le Québec, en 2015, à tout le moins, émettait 82 mégatonnes de CO2 équivalent. Si on regarde ce qui est possible, ce n'est pas une prévision, c'est ce qui est possible si on met en place les bonnes politiques, les bonnes pratiques, les bons programmes, et ainsi de suite. Ce qui est possible ressemble à ça. On diminue les émissions totales du Québec de 82 à 57 mégatonnes et à peu près la moitié de ces réductions-là viennent du secteur des transports qui font de 34 à 23 mégatonnes. Je vous dirais, c'est pas beaucoup, mais je vous dirais que diminuer du tiers ou les émissions totales du secteur des transports en une seule décennie, c'est phénoménal comme changement. Et je vais y aller un peu plus dans le détail tantôt. Et juste pour finir, on parle de 2030 ici, nous parlons 2050. En 2050, vous voyez le changement de secteur des transports. Si on est pour arriver à atteindre nos objectifs, le secteur des transports doit, à toute fin pratique, être complètement décarbonisé et c'est possible. Bon, donc un peu plus loin. On m'a demandé en particulier de regarder le transport des personnes. Donc, dans le transport, on a les personnes à transporter puis la marchandise à transporter. Parlons personnes. À terme, les véhicules légers devront être électrifiés si on est pour arriver et atteindre nos objectifs et nos cibles. Ici, je vais vous présenter ce que nous dit le modèle, donc l'exercice de modélisation qu'on a fait. Et je vais commencer par les véhicules à combustion classique. Et comme vous voyez ici, d'ici 10 ans, si on est pour arriver à atteindre nos cibles, les véhicules à combustion classique doivent diminuer de moitié si on est pour y arriver et doivent à toute fin pratique disparaître de la carte à l'horizon 2050. Bon, ça, c'est les moteurs classiques. Ensuite, ils sont remplacés par quoi? Ils sont remplacés par, selon le modèle, une combinaison d'hybride et d'électrique branchable, que ce soit branchable hybride ou branchable pur électrique. Au-delà de ça, et je vais y revenir à ça, au-delà de ça, il y a également des véhicules à flex fuel, comme on dit, donc des véhicules qui sont capables de prendre des biocombustibles. Et en fin de compte, un tout petit peu de véhicules au gaz naturel comprimé et au propane. Vous ne voyez même pas la petite ligne là, mais là. Je veux vous parler du volet électrique en particulier. Et je vais vous dire une chose avant même de rentrer dans le détail. Ce modèle-ci a été, les principaux inputs du modèle ont été créés il y a environ 2 ans. Or, depuis 2 ans, il y a des choses qui sont passées dans le domaine de la mobilité électrique, de sorte qu'aujourd'hui, moi, je vous dis tout de suite, je ne crois pas exactement en ces chiffres. À vrai dire, je pense que l'opportunité d'électrification des véhicules est beaucoup plus importante à l'horizon 2030 que ce qu'on voit ici. Donc, je vais mettre des petites flèches là, pour l'indiquer. Bref, je pense que le part de marché que représente l'électrique branchable peut grossir substantiellement, de sorte que d'ici 2030, on peut envisager avoir quelque chose de l'ordre de 1,5 à 2 millions de véhicules électriques sur nos routes. Ça, évidemment, ce serait majeur, ce serait quelque chose comme toute la boîte encerclée ici.
Voilà pour ce qui est de l'électricité pour les voitures personnelles, le transport des personnes. Parlons excuse-moi, j'avais parlé de marchandises, mais avant ça, juste pour vous dire pourquoi je pense qu'on est là, pourquoi je pense que ça a évolué si rapidement au point que nos propres modèles, en ce qui concerne cet enjeu-là, sont à revoir. Vous voyez ici, c'est quelque chose qu'on a fait dans le cadre d'un autre mandat, le nombre de modèles de véhicules électriques disponibles au Québec. Vous voyez la croissance du nombre de modèles en 2011 et 2015. Vous voyez, on commence à arriver à quelque chose comme une vingtaine de modèles en tout, principalement des voitures. Or, aujourd'hui, la principale demande en véhicules routiers, c'est pour des VUS et des camionnettes. Qu'on soit d'accord ou non, c'est ça la demande actuellement. Et quand on regarde ce qu'on sait du marché aujourd'hui, dans les dernières années, on a vu des annonces et on a vu l'arrivée de nouveaux modèles de véhicules électriques qui répondent à cette demande. Au point où, d'ici la fin de la prochaine année, on s'attend à avoir non seulement au-delà de 70 modèles de véhicules électriques branchables disponibles, mais un bon nombre qui viennent des catégories VUS et camionnettes. Je donne ici des exemples, en fait, les exemples pour les camionnettes et un couple d'exemples pour les VUS parmi tant d'autres. Au-delà de ça, il y a des annonces. Les manufacturiers, les constructeurs d'automobiles nous dévoilent pas tout, leurs cartes, mais nous font des annonces. Et voici en gros ce qu'on nous a dit en termes d'objectifs. Ford veut sortir 8 nouveaux modèles d'ici 2022, BM 25 modèles d'ici 2023. Toyota, Volvo et Mercedes ensemble parlent de sortir une quarantaine de nouveaux modèles d'ici 2025 et Volkswagen planche sur 70 modèles d'ici 2028, à commencer par le ID4 qui s'en vient à nos portes d'ici un an ou deux. En tout, on parle de 200 modèles de véhicules électriques qui vont être disponibles au Québec d'ici la fin de la décennie. Et avec 200 modèles de véhicules électriques, je suis beaucoup plus optimiste que je l'étais il y a même 2 ans. Voilà en gros. Est-ce que je parle également de transport des marchandises? Bon, je vais le faire très rapidement. Transport des marchandises, en fait, pourrait vivre, encore une fois, avec les bonnes politiques, avec les bonnes pratiques, avec les bons programmes, et ainsi de suite, pourrait vivre à peu près la même évolution rapide, la même transformation, devrais-je dire. On le voit ici en termes de consommation d'énergie. Le graphique précédent, c'était le nombre de véhicules. Ici, on regarde en termes de consommation d'énergie. Ici, j'ai mis les flèches bleues pour signaler une plus grande part de l'électricité, simplement parce que les véhicules électriques étant 3 fois plus efficaces énergétiquement que des moteurs à combustion interne, ça fait en sorte que même si la part de l'électricité dans la consommation d'énergie du secteur demeure relativement faible, en termes de véhicules ou en termes de tonnes-kilomètres parcourus, on parle de quelque chose de l'ordre de 40 des tonnes-kilomètres parcourus à l'horizon 2030 qui pourraient être électrifiés. Donc, une transformation substantielle. Voilà en gros. Peut-être un couple de dernières remarques là-dessus. Pour arriver à cette électrification, l'électricité ne tombera pas du ciel. Pas faire un jeu de mots avec l'hydroélectricité, mais il va falloir produire plus d'électricité. Et ça pourrait être beaucoup plus si on ne s'attaque pas également au comportement, à l'aspect comportemental. Donc, si on ne touche pas au comportement, si tout ce qu'on fait, c'est remplacer un véhicule par un autre véhicule, par exemple, il va falloir augmenter, en fait, il va falloir à peu près doubler la production d'électricité au Québec. C'est faisable, c'est possible, c'est beaucoup. Cela étant dit, il y a une meilleure façon aussi. On peut également agir sur le comportemental.
en agissant sur le comportemental. Et par comportemental, on veut dire quoi? On veut dire essentiellement plus de gestion de la demande en transport, avec l'aménagement du territoire, avec des investissements en transport en commun, et ainsi de suite. Plus de gestion de la pointe électrique dans les bâtiments aussi. Plus d'activités d'investissement dans le stockage d'électricité également. Avec ces efforts-là, on est capable de réduire les pointes, de réduire la croissance requise du parc électrique du Québec pour qu'on augmente tout de même, mais de l'ordre de 1 % par année plutôt que plus de 2 % par année, ce qui fait quelque chose de, bien franchement, un peu plus faisable ici au Québec. Voilà du côté électricité. Et en fin de compte, n'oublions pas la question de la balance commerciale du Québec, parce que le Québec est un importateur net d'énergie. On est un exportateur, si on veut, de nos capitaux. On a une balance commerciale négative. Pourquoi? Principalement parce qu'on achète des produits pétroliers. On achète des produits pétroliers de l'extérieur et en réduisant nos achats et en substituant des produits pétroliers par de l'électricité et d'autres formes d'énergie renouvelable produites chez nous, on va être capable de diminuer, en fait, de faire fondre la balance commerciale du Québec, ou le déficit commercial du Québec, je devrais dire, de sorte que, éventuellement, on arriverait même à produire un léger surplus commercial dans nos échanges internationaux. Donc, une autre raison pour accélérer cette transition énergétique, en plus, bien entendu, des bénéfices environnementaux. Parce que qui dit réduction, qui dit électrification des transports, dit pas juste gaz à effet de serre, mais réduction des maladies respiratoires par une amélioration de la qualité de l'air, réduction des décès liés aux vagues de chaleur et aux îlots de chaleur, réduction des coûts de santé publique et augmentation de la productivité. On a beaucoup de raisons pour accélérer cette transition énergétique. Et pour terminer là-dessus, justement, je dirais ceci, je vous laisse avec ceci. Je le dis tout le temps, ma firme travaille aux quatre coins de l'Amérique. On travaille avec des clients un peu partout, y compris des clients en Alberta, par exemple, qui font de leur mieux dans leur contexte. Et je le dis partout où je vais, il n'y a pas un endroit à l'Amérique du Nord qui est mieux positionné que le Québec pour relever ce défi. Pensez-y. Pourquoi? Premièrement, le Québec a déjà une électricité décarbonisée. On est parmi les très, très, très rares endroits en Amérique du Nord où l'électricité provient déjà presque à 100% d'énergie renouvelable. Deuxièmement, on a déjà entamé l'électrification de nos bâtiments. Ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais à l'extérieur du Québec, en fait, à l'exception du Québec et du Nouveau-Brunswick, particularité historique, le chauffage, autant dans le commercial et l'institutionnel que dans le résidentiel, est fait à toutes fins pratiques de gaz naturel. Ici, on a déjà électrifié une bonne partie de notre chauffage résidentiel. Donc, cet enjeu-là est bien entamé. Je travaille avec beaucoup de clients à l'extérieur qui commencent sur ce chemin-là. Nous, on l'a largement atteint. Troisièmement, notre économie n'est aucunement dépendante du pétrole ou du gaz naturel. En termes de production, on n'est pas un producteur de combustibles fossiles et ça rend la vie, ça rend la tâche incroyablement plus facile pour nous que pour, par exemple, l'Alberta ou le Saskatchewan, où les économies sont intimement liées à la production pétrolier et gazier. On a d'autres avantages aussi. On a tout, en fait, pour réussir cette transition. On a tout, en fait, pour devenir des leaders dans cette transition énergétique au bénéfice de notre économie, au bénéfice de notre environnement, au bénéfice de notre climat commun. Là-dessus, je vous remercie encore une fois. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon panel.